L'OMS a classifié un peu les différents types d'excision. Voilà. Il y a l'excision de type 1 où on va enlever le capuchon du clitoris ou le clitoris. On le coupe carrément. Donc ça, c'est le premier type qui est très fréquent. Le second type aussi est très fréquent. Il y aura une ablation du clitoris. On va sectionner les petites lèvres. Et quelquefois même, on sectionne les grandes lèvres. Ça, c'est le type 2. Ouais. Et le type 3, lui, va consister en un rétrécissement même du canal vaginal. On va sectionner, on va déjà enlever le clitoris et puis les petites lèvres, mais au niveau des grandes lèvres, on va les couper et puis on va les suturer, on va les fermer carrément, presque une fermeture complète du vagin. On appelle ça l'infibulation. Donc ça, c'est pour réduire vraiment le canal vaginal. Et puis il y a d'autres types qui sont un peu rares, qu'on a classifiés. Ils font des piqûres, on fait de la cautérisation, donc on chauffe du fer pour fermer, bon, pour atteindre, voilà, ça c'est le type 4. Chaque année, des millions de filles sont encore exposées à l'excision. Derrière le geste, il y a des conséquences médicales profondes. Un médecin, Dr Ewi, gynécologue obstétricien, nous explique. Alors, le Dr Joseph Ewi est juste un médecin ivoirien, gynécologue obstétricien depuis plus d'une vingtaine d'années, qui travaille comme fonctionnaire en Côte d'Ivoire. L'OMS a classifié un peu les différents types d'excision. Voilà. Il y a l'excision de type 1 où on va enlever le capuchon du clitoris ou le clitoris. On le coupe carrément. Donc ça, c'est le premier type qui est très fréquent. Le second type aussi est très fréquent. Il y aura une ablation du clitoris. On va sectionner les petites lèvres. Et quelquefois même, on sectionne les grandes lèvres. Ça, c'est le type 2. Ouais. C'est horrible. Et le type 3, lui, va consister en un rétrécissement même du canal vaginal. On va sectionner, on va déjà enlever le clitoris et puis les petites lèvres, mais au niveau des grandes lèvres, on va les couper et puis on va les suturer, on va les fermer carrément, presque une fermeture complète du vagin. On appelle ça l'infibulation. Donc ça, c'est pour réduire vraiment le canal vaginal. Et puis il y a d'autres types qui sont un peu rares, qu'on a classifiés. Ils font des piqûres, on fait de la cautérisation, donc on chauffe du fer pour fermer, bon, pour atteindre, voilà, ça c'est le type 4. C'est violent. Il y a des batailles qui se font depuis des années, avec des lois qui ont été votées par le gouvernement afin de pouvoir réprimer, qui, je pense, ont aidé à baisser le taux, mais la bataille continue, les chiffres sont encore... J'ai pas trop les chiffres en tête pour l'instant, j'avoue, mais la bataille se fait. Ça perdure d'abord parce que c'est... si on rentre un peu dans les origines de l'excision, il faut savoir qu'il y a un volet culturel très, très, très important. Ici, en Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons 63 ethnies. Il y a des ethnies qui ne pratiquent pas, et des ethnies qui pratiquent. Et dans le cadre de la constitution de chaque société, en ethnie ou en région, en fonction les étapes de la vie des individus, c'est-à-dire des hommes et des femmes, il y a des moments où la société a besoin de vous reconnaître comme homme ou comme femme. Donc pour cela, il y a des rites initiatiques. Et donc dans certaines régions, l'excision fait partie de ces rites initiatiques. Et pour ne pas qu'on ait à vous regarder dans la société comme quelqu'un d'étranger qui n'est pas accepté dans la société, certains parents se sentent obligés, même s'ils ne sont pas d'accord, de laisser faire. Il faut dire que c'est une pratique qui se fait un peu en bas âge ou avant l'adolescence. Ah, avant l'adolescence? Ah oui, avant l'adolescence. Donc, il est très facile de convaincre ces enfants qui ne savent d'abord qu'ils ne savent pas ce que c'est. Quand ils y vont, par exemple, ils ne savent pas que c'est pour qu'il y a un volet traumatique dans l'affaire. Quelquefois, il y a d'autres rites qui se font, qui sont assez agréables et tout, les danses et tout ça, machin. Et puis, on finalise avec l'excision qui n'est pas expliquée avant l'acte. Voilà, qui n'est pas expliquée avant l'acte. Donc, généralement, les personnes, les enfants sont surpris, généralement. Ou alors, on ne présente pas
les aspects négatifs. On ne présente que les aspects qui seraient positifs selon les parents. D'abord, il y a un volet psychologique important parce que les femmes en gardent souvent. Vous savez que tout ce qui est très douloureux physiquement, on n'en garde pas un bon souvenir. Alors, elles sont forcées généralement. Quand on doit faire l'excision, on les force, on les tient. Ça devient c'est obligé. Donc, déjà, ce traumatisme psychologique avec lequel elles grandissent, il y en a qui ne savent pas qu'elles sont excisées même quand elles grandissent. Oui. Il y en a qui ne savent pas ce qu'on leur a enlevé. Il y en a qui découvrent ça en se comparant un peu à d'autres filles à l'internat, quand elles voient leur anatomie. Donc, ça crée un complexe. Donc, psychologique, d'accord? Maintenant, quand elles grandissent, les effets néfastes de l'excision peuvent se voir dans la cicatrisation qui se fait. Parce qu'on crée une blessure, elle cicatrise. Très souvent, les femmes ont des relations sexuelles très douloureuses. Voilà. Comme vous parliez du plaisir, elles ont des relations sexuelles douloureuses. Il y en a qui n'ont pas de lubrification vaginale. Et il y en a qui sont diminuées psychologiquement, ne se sachant pas complètes. Donc, ne vont pas entièrement avec leur partenaire. Donc, ça ne leur permet pas de se détendre, d'y aller à fond avec tout le cœur, tout, voilà. Donc, ça joue sur le plaisir sexuel. L'excision entraîne a une répercussion parce que la sphère génitale, à cause de l'excision, la cicatrisation, la mauvaise cicatrisation, fait que ça expose à des accouchements à risque. Puisque la sphère génitale ne va pas se dilater normalement, par exemple, pour laisser passer un enfant. Ça peut entraîner des déchirures dans tous les sens. Quelquefois, l'excision est à la base de l'augmentation de système césarienne. Voilà, parce que la laisser accoucher à ce stade-là, on entrevoit les complications hémorragiques que ça peut créer. Donc, on est obligé de faire les césariennes quelquefois pour certaines femmes qui sont excisées. Il faut dire que cette technique a été mise au point par un médecin français, Dr Pierre Foltès, que je ne connais pas personnellement, mais j'ai appris la technique avec un Français et un Burkinabé. Elle consiste en fait à faire ressortir la partie interne du clitoris. Parce que le clitoris a une partie externe, mais une partie interne. Donc, cette technique consiste à faire ressortir cette partie et à la positionner comme un clitoris normal. Le fait chez une dame qui n'avait pas de clitoris apparent, de lui faire permettre d'avoir un clitoris, on restaure en fait la sensibilité du clitoris parce que ce clitoris, lui, n'a pas été traumatisé. Cette partie-là, on l'a fait ressortir. Donc, on a une restauration de la sensibilité. Mais une chose qui est très importante, vraiment très importante, c'est la réduction des douleurs. Alors, il y a une étude française qui a été faite par un centre, le centre Primo Levi, qui montrait que sur 100 femmes excisées, 49 avaient des douleurs génitales pendant les rapports. Donc, sur 100 femmes, il y a presque 50 qui ont des douleurs pendant les rapports. Les rapports sont des moments de plaisir, moments de joie et tout, mais ça entraîne, vous imaginez un peu, la moitié presque ont des douleurs. Et donc, la réparation, l'étude a montré que 49 femmes excisées avaient des douleurs, mais après réparation, le taux tombait à 8 femmes. Impressionnant. Impressionnant. Wow. Au niveau des douleurs, vraiment, franchement, c'est un pas important. Et puis, il y a aussi des femmes, l'étude a montré aussi que sur 100 femmes excisées, il y en avait 44 qui vivaient de sécheresse vaginale presque continue. Et donc, après la réparation, le taux est passé de 44 femmes à 18 femmes. Très intéressant. Voilà. Donc, qui faisait qu'en fait, ces femmes avaient il y avait une amélioration de la lubrification vaginale, qui permet donc d'avoir des rapports assez normaux.
Ça a été un concours de circonstances. Dans les années, je pense, 2006 ou 2007, on était allé participer au congrès français des gynécologues en France et puis on a rencontré un collègue français et un collègue burkinabé. Après, pendant une pause là, puis on échangeait un peu sur l'actualité des méthodes de traitement, de ce qui pouvait être nouveau. Et puis on disait comme ça, ah mais les gars, vous savez que il y a une chirurgie qui permet de réparer un peu les femmes qui ont été excisées. On dit, ouais, c'est pas possible. Il dit, si. On dit, ah bon, ils nous expliquaient un peu. Et donc, ils nous ont dit, ah, mais nous organisons des campagnes de réparation 2 fois dans l'année à Ouagadougou, au Burkina. Si ça vous dit, vous venez, on fait la formation et puis on y va. C'est comme ça que dans les années 2007, 2008, nous sommes allés plusieurs fois avec notre collègue français Sébastien Madzou et puis Ouedraogo Charlemagne. Nous avons participé à toutes ces campagnes-là et puis nous avons commencé à en parler un peu à Abidjan pour faire savoir aux dames qu'il y avait une solution, même si elle n'est pas complète, il y avait une solution pour les aider, pour les accompagner. Il n'y a pas de prix officiel, en fait. Lorsque nous allions dans les campagnes qui étaient faites à Ouagadougou, nous les organisions avec notre confrère dans un hôpital public. Voilà, pour permettre l'accessibilité. Dans l'hôpital public, on recensait les femmes qui étaient excisées, qui avaient compris l'intérêt de la réparation. On recensait un certain nombre et puis on les répartissait. Et un certain nombre de médecins, nous, on venait et on en prenait un certain nombre par jour jusqu'à finir. À l'époque, là-bas, c'était subventionné par la première dame. J'avoue, je n'ai pas les prix, mais nous, on allait juste pour apporter une contribution. Voilà, donc c'était abordable. Voilà. Je pense que les choses vont peut-être se faire ici dans ce sens-là. Il y a différentes personnes qui le font. Il y a des ONG. Moi, je fais partie d'une ONG, les Orchidées Rouges, avec madame, où on a mis en place un système pour permettre. Parce que il faut que je vous dise que la réparation clitoridienne seule est une étape du traitement. Que la guérison ait un effet efficient, il est bon d'avoir une prise en charge psychologique. Absolument. Et une prise en charge même sexuelle. C'est ainsi qu'en notre sein, nous avons des psychologues et des sexologues, par exemple, pour qu'on fasse une prise en charge globale. Afin de faire baisser au maximum le traumatisme qui a été vécu et permettre aux dames qui ont un nouvel organe qu'elles ne savent pas utiliser, tout cela, de leur montrer pour qu'elles puissent se familiariser, pour qu'elles puissent s'approprier et tout ça. Je pense qu'il faut qu'on voit cela comme un problème social, un problème de santé publique. Voilà. Je sais que dans les pays européens, par exemple, cela est considéré comme un problème de santé. Donc, par exemple, les assurances maladie prennent la réparation en charge. Mais en Côte d'Ivoire, les assurances maladie ne prennent pas la réparation en charge. Hein. Non. Considéré peut-être comme quelque chose de, je sais pas, de luxueux ou bien d'esthétique. Ça doit être quelque chose d'esthétique à mon avis. Donc, idéalement, c'est de passer par les organisations non gouvernementales ou bien par le secteur public pour faciliter l'accès aux soins à ces dames-là, pour qu'elles puissent bénéficier de cette pratique et surtout de la prise en charge globale. On pourrait faire la réparation avec les sexologues, les psychologues qui pourraient... Parce que quelquefois, quand on discute avec les dames, il faut vous imaginer la profondeur des traumatismes qu'elles ont vécu. Il y en a qui se souviennent de ça, elles ont vécu ça à 2 ans, elles s'en souviennent. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, c'est un petit plaidoyer qu'on fait dans ce sens-là pour que les autorités, quels qu'en soient les bienfaiteurs, les donateurs, puissent aider à prendre ces femmes-là en charge de la façon la plus optimum possible. Alors, si on veut donner... Vous avez dit que vous travaillez avec une ONG qui... vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est une ONG qui lutte contre les violences basées sur le genre, sur les mutilations génitales féminines et tout cela. Donc je suis le gynéco là-bas. Et nous, je m'occupe particulièrement de la réparation chirurgicale des mutilations génitales féminines. Et si on veut vous soutenir, qu'est-ce qu'on peut faire?
Bien, de s'adresser à l'ONG, là, il y a une responsable, elle est très structurée. Le nom de l'ONG? Le nom de l'ONG, c'est les Orchidées Rouges. Les Orchidées Rouges. Comme ça, elle verra comment faire pour que le process qui est mis en place déjà puisse fonctionner. Sexologue, psychologue, gynécologue, sage-femme, on puisse lancer le train vraiment de cette... ça fait longtemps, ça fait début 2009. Donc, il y a quelques personnes qui ont des moyens qui nous contactent, on les opère au privé, mais c'est pas le plus grand nombre. C'est pas tout le monde qui a les moyens. Voilà. Donc, on souhaiterait plutôt avoir la possibilité de le faire socialement pour que ces personnes-là puissent être soulagées.